Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre magazine « Il était une fois ». Merci d'être avec nous. Ce soir, « Il était une fois quand survient la maladie », titre du dossier numéro 100 des feuilles familiales. José Gérard, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le rédacteur en chef des feuilles familiales. Le numéro 100, donc quand survient la maladie, ce numéro 100, c'est un peu un anniversaire, un événement. Oui, en effet, on peut toujours se réjouir d'être au 100e numéro. Ça ne signifie pas grand-chose, mais en fait, c'est un chiffre rond. C'est une bonne occasion de se réjouir d'avoir déjà duré aussi longtemps dans l'aide aux familles. Alors, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore les feuilles familiales après 100 numéros, quelle est un petit peu la philosophie de votre revue ? Je voudrais d'abord préciser que c'est le 100e numéro de la nouvelle formule des feuilles familiales, puisqu'elles sont nées en 1937 et il y avait déjà bien d'autres numéros précédemment. La philosophie des feuilles familiales, on peut rappeler un petit élément de son histoire. Elles ont été créées par d'anciens membres de la jeunesse ouvrière chrétienne et qui souhaitaient continuer à se rencontrer entre parents et essayer d'envisager les questions nouvelles qui se posaient à eux dans leur vie de couple, dans leur vie de famille, dans l'éducation des enfants, selon la méthode qu'ils avaient connue dans les groupes de la JOC. Et donc c'est un peu comme ça qu'ils ont commencé à s'échanger des textes qu'ils trouvaient sur les questions familiales et relationnelles et que petit à petit, en se les échangeant, c'est devenu une revue et puis des livres et puis des dossiers comme on en a actuellement. Alors, qui sont vos collaborateurs ? Nos collaborateurs sont des personnes qui se préoccupent du couple et de la famille en général. Donc, soit des personnes qui tout simplement connaissent, comme la plupart, une vie de couple et de famille, qui ont des enfants, qui s'en préoccupent, mais aussi des personnes qui professionnellement sont impliquées dans l'aide ou dans l'accompagnement des familles, des conseillers conjugaux, des juristes, des psychologues, des personnes dont c'est le métier, la tâche de réfléchir aux questions familiales. Alors, je vous propose aujourd'hui de rester plutôt sur ce 100e numéro, qui est donc tout consacré à la maladie. Quelles sont pour vous les lignes de force de ce numéro-ci ? Mais la ligne de force dans la manière dont nous abordons la maladie, c'est tout d'abord, bien sûr, ses répercussions sur les relations de couple, sur la famille, l'influence sur les enfants, etc. Donc c'est cela que nous avons voulu d'abord développer. La ligne de force aussi, c'est de constater, bien sûr, nous parlons des maladies un peu graves, un peu signifiantes pour l'avenir. On ne parle pas d'une grippe ou d'un rhume dans ce numéro, mais de choses qui peuvent avoir une répercussion importante. Et un des éléments importants, c'est que l'on constate que ça bouleverse un peu toutes les relations. D'une part, les relations avec le plus proche, avec le conjoint, qui se trouve très vite impliqué dans l'aide, dans le soutien, qu'il soit psychologique ou très matériel, qu'il faut reprendre des choses en charge. Mais ça bouleverse aussi tout le système familial. On dit souvent que la famille, c'est un système qui vit dans un équilibre qui doit toujours réajuster. Quand il y a un de ses membres et un membre important qui est touché par une maladie grave, c'est un peu tout le système qui est bouleversé et la famille qui doit retrouver un nouvel équilibre. Alors, vous le dénoncez dans votre revue, justement, le fait qu'il y a très peu d'écrits sur l'impact de la famille, sur la fratrie. Alors, quelles sont les émotions qui traversent la fratrie, par exemple ? Oui, c'est quelque chose qui est abordé dans ce dossier et où la personne qui l'aborde a suivi un certain nombre de fratries où un enfant était soit lourdement handicapé, soit atteint par une maladie grave au pronostic incertain. Et elle dit que la difficulté, c'est que les enfants sont traversés par des sentiments contradictoires. Ils sentent une grande compassion pour leur frère, leur sœur qui est ainsi malheureux, mais en même temps, ils ressentent une certaine jalousie parfois de voir toute l'attention de leurs parents qui se concentre sur ce frère ou cette sœur qui est atteint par la maladie. Ils sont un peu jaloux. Ils regrettent qu'eux, on ne s'occupe plus d'eux. Ils doivent abandonner un certain nombre d'activités à cause de cela. Et donc, c'est quelque chose d'assez difficile à vivre pour eux. Souvent, ils n'osent pas l'exprimer parce qu'ils se sentent coupables de ressentir des sentiments un peu négatifs vis-à-vis de leur frère ou de leur sœur. Et souvent aussi, les parents ne s'en rendent pas compte parce qu'ils sont totalement absorbés par le soin à l'enfant le plus fragile et le plus malade. Est-ce qu'il y a un sentiment de délaissement de ces enfants par rapport à justement l'enfant qui est malade, les enfants en bonne santé? Il y a parfois un sentiment de délaissement, mais comme je le répète, un sentiment qui est
parallèle à un autre sentiment contradictoire qui est de grande sollicitude, de solidarité avec celui qui est malade. Non, ce sont des sentiments contradictoires dans lesquels les enfants parfois ne s'y retrouvent pas bien. Ce n'est pas aussi réfléchi que ce que je vous dis ici. Pour eux, évidemment, ce sont de l'ordre des émotions et des sentiments et ils se sentent à la fois proches de leurs frères et à la fois un peu jaloux. Oui, justement, cette jalousie, c'est un peu étonnant quand même, parce que vous avez l'enfant qui est en bonne santé et qui peut quelque part sentir cette espèce de jalousie d'une attention trop grande vis-à-vis de l'enfant malade. C'est quand même un sentiment un peu mitigé qui doit les traverser. C'est un sentiment mitigé, mais c'est quand même... La personne malade, c'est celle vers laquelle se tournent toujours tous les regards. Si quelqu'un vient visiter une famille où un des membres est malade, de qui va-t-on parler? C'est de celui qui est malade, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais pour l'enfant qui n'arrive pas encore à rationaliser ses émotions, c'est parfois assez difficile à vivre. Vous savez, un petit enfant qui a eu l'habitude que quand des personnes arrivaient, on prenait des nouvelles du petit dernier. Et puis le grand frère, tout à coup, est atteint par une maladie. On ne demande plus des nouvelles du petit dernier. Toute l'attention des parents, mais aussi de ceux qui viennent les visiter, se porte sur celui qui est malade. Alors, on voit bien dans votre dossier, on voit bien le bouleversement au sein de la fratrie, mais je suppose aussi qu'il existe un bouleversement au sein du couple, puisque chacun des membres du couple vivra la maladie de l'enfant ou de l'autre de manière différente. Bien sûr, et l'on sait que assez souvent, enfin dans de nombreux cas, le couple parental est secoué par de grandes difficultés à l'occasion de la maladie grave d'un enfant. Et parfois, ça devient même impossible à vivre, tellement le poids est lourd et tellement chacun peut vivre de manière très différente ce deuil ou cette difficulté face à la maladie. Ça peut être par exemple qu'un des parents a besoin d'en parler sans arrêt et que l'autre a justement besoin de ne plus en parler, de garder ça à l'intérieur pour pouvoir continuer à vivre. Mais ça rend la communication très difficile au sein du couple et parfois ça en arrive à l'éclatement du couple. Alors, ce que je trouve intéressant aussi dans votre dossier, c'est qu'à la fois vous abordez toutes les questions justement au sein du couple, de la famille, ça vous dirait, c'est peut-être le travail de votre organisation, mais vous parlez aussi, et c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, c'est comment accompagner dans la durée un patient lorsqu'il va mieux, parce qu'évidemment, toutes les situations ne sont pas non plus mortelles. Oui, il y a plusieurs personnes qui parlent de cette question-là dans ce dossier. Il y a d'abord une personne qui accompagne un ami qui est touché par un cancer assez grave et dont l'issue sera probablement fatale. Et il dit, dès que ça va un peu mieux, qu'il est rentré de la clinique et qu'il y a une petite accalmie et qu'il se sent mieux, on a tendance à ne plus le visiter, à téléphoner moins souvent, à prendre moins de ses nouvelles. Et cette personne dit, mais c'est très important de continuer parce que lui se retrouve malgré tout dans la solitude et avec la perspective d'un avenir qui est bouché. On en parle également à un autre endroit de ce dossier, mais ça c'est d'une toute autre manière où la personne dit mais c'est parfois difficile de guérir aussi. De se sentir guérir et de voir que toute la sollicitude que l'on avait attirée autour de soi, soudain disparaît et que l'on n'a plus autant d'importance pour les autres. Donc il faut continuer aussi d'accompagner celui qui est guéri parce que c'est parfois aussi difficile pour la personne de sortir de la maladie, d'accepter de sortir parfois d'un état de dépendance, mais où il est l'objet des soins des autres, de la sollicitude, etc. et de redevenir une personne comme les autres, un père. J'aurais vous demander, sommes-nous finalement égaux devant la maladie ? En tout cas, une des psychologues qui intervient dans ce dossier affirme que nous ne sommes pas égaux devant la maladie. Nous avons des ressources différentes, nous avons des réseaux autour de nous différents, nous avons des tempéraments différents qui font que l'on est plus ou moins optimiste, que l'on a une capacité de réagir et de reconstruire la vie tout à fait différente. Donc non, nous ne sommes pas égaux devant la maladie et je crois également que pour l'entourage, il faut y être attentif et qu'il faut entourer certaines personnes davantage que d'autres. Alors, en finale, est-ce que vous proposez quelques pistes dans votre revue ? On propose quelques pistes et une des pistes principales que l'on propose, c'est au niveau de l'écoute et de créer des lieux d'écoute, une capacité d'écoute autour du malade. Il y a souvent... On dit, par exemple, une façon de visiter les malades en essayant de nier un peu la maladie, en disant « mais tout ça va aller, tout va s'arranger, etc. »
Non, ce n'est pas ça qui aide le malade. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir une conversation morbide et ne parler que de ça, mais que le malade se sente au moins reconnu dans ce qu'il est à ce moment-là, c'est-à-dire un malade qui est angoissé, qui souffre et qui a besoin de la présence des autres. José Gérard, merci de nous avoir présenté, donc je rappelle votre revue, le numéro 100, Quand survient la maladie. Il est également possible de vous retrouver sur le web, sur votre site www.couplefamille.be. Nous arrivons déjà au terme de notre émission. Merci de nous avoir accompagnés. Au nom de toute l'équipe qui l'a présenté, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.